13h. Le journal. Clôture aujourd'hui de la 13e réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, axée sur l'équilibre genre, la nutrition et la gestion durable des ressources naturelles. Objectif, trouver des solutions pour une meilleure exécution du programme de la FAO au niveau national et sous-régional. Grogne des opérateurs économiques de Makoko dans la province de Logo-Ivindo pour dénoncer les contrôles abusifs des agents municipaux de cette localité. Les détails dans ce journal avec notre correspondant Cécilia Akumamendom. Covid-19, la situation épidémiologique toujours préoccupante dans notre pays, plusieurs décès enregistrés et des contaminations en hausse au cours de ce mois de mars en dépit du début de la campagne de vaccination pour lutter efficacement contre cette pandémie. Mesdames, Messieurs, votre journal. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Auditeurs de Radio Gabon La Référence, bonjour, merci de choisir la chaîne nationale pour vous informer. Je suis Freddy Bouvila, à mes côtés pour la co-présentation Ida Onyami. Bonjour Ida. Bonjour Freddy, bonjour à tous. En ouverture, embouteillage monstre ce matin à travers les rues de la capitale gabonaise pour cause les travaux de réhabilitation des voiries urbaines, une situation qui a perturbé les déplacements des populations pour vaquer à leurs occupations. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Allons à présent à l'intérieur du pays, d'abord à Makoko dans la province de Logo-Ivindo où l'on parle de ville morte. Cette réaction serait consécutive au contrôle abusif et incontrôlé des agents municipaux, ce malgré un contexte économique difficile en raison de la situation sanitaire actuelle. Cécilia Akumamendom nous fait le point. Makoko, ville morte ce 30 mars 2021, à l'origine, mouvement d'humeur des opérateurs économiques exerçant dans la commune de Makoko. Du quartier central en passant par Mbolo et Zouatab, magasins, cafés, épiceries, boucheries étaient quasi fermés. L'unanimité des opérateurs économiques vient de paralyser le secteur économique de la commune de Makoko. Michel Tankam, président des opérateurs économiques de la province de Logo-Ivindo. De multiples contrôles qui s'exercent sur les populations. Vous savez que dans le Gabon et dans le monde entier, les gens traversent une période très difficile. En ce moment-ci, le couvre-feu va de 18h à 5h30 du matin. Les opérateurs économiques ouvrent leurs boutiques autour de 7h. Ils commencent à vendre autour de 8h, 9h, 10h. Et à partir de 16h, chacun prépare déjà pour le repli, pour les mesures gouvernementales qui s'arrêtent à 18h. Il n'y a pas assez de rente. Ceci étant, il y a du manque à gagner, mais malheureusement, sur le terrain, nous avons beaucoup de contrôles. Nous avons une note ici du ministre du Commerce qui avait demandé de suspendre certains contrôles qui dataient du 27 novembre 2020. Mais malheureusement, ce qui nous ennuie, c'est que tous les contrôles parfois sont sur le terrain au même moment. Face à ce constat, les populations ogivines déplorent le fait que les opérateurs économiques n'ont pas assuré un service minimum ou déposé un préavis de grève. Ils devaient d'abord faire un préavis de grève pour avertissement. Et nous sommes dans un état de droit. Ces opérateurs économiques, nous avons le gouverneur dans la province. Alors, ces opérateurs économiques devaient d'abord passer par madame le gouverneur pour annoncer le préavis de grève. Et également, s'ils annoncent le préavis de grève, c'est pour effectivement préparer les consommateurs, n'est-ce pas? Alors, si aujourd'hui ils prennent la vitesse supérieure, ça veut dire qu'ils ont mal fait leur programme. Vivement que tout rentre dans l'ordre afin que les opérateurs économiques exercent leurs activités sans pression aucune. De Makoko, Cécilia Akumamendom pour Radio Gabon La Référence. À Oyem, dans la province du Wellington, les fonctionnaires domiciliés à Ecobank ont du mal à rentrer en possession de leur salaire.
Depuis le 25 mars dernier, la situation est particulièrement difficile pour ces quelques fonctionnaires en poste dans la région septentrionale. Les points de retrait d'argent de leur banque ont disparu à leur grande surprise au lendemain de la fermeture de son agence principale dans la ville de Yem. Hier, ils se sont rendus chez le premier responsable administratif de la province pour en savoir plus. C'est ce que nous rapporte Firmin Elebian-Mesui. Je suis mère d'enfants et quand j'arrive, je trouve que les robots ne sont plus là vraiment, je suis embêtée. Ils sont nombreuses et nombreux dans cette lamentable situation financière au point de tenter une rencontre avec le dépositaire légal de l'autorité de l'État, officiellement fermé au regard de l'occupation des locaux par une autre structure financière. Seuls les robots pouvaient satisfaire les bancalisés depuis un certain temps. Aujourd'hui, il se trouve que ces appareils ont mystérieusement disparu en cette période où les agents de l'État, toutes catégories confondues, attendent leur salaire. Nous sommes des fonctionnaires gabonais affectés dans la province du Wolntem, domiciliés à Ecobank. Depuis la fermeture de l'agence Ecobank d'Oyem jusqu'à l'heure actuelle, nous éprouvons d'énormes difficultés pour entrer en possession de nos salaires. Cette fin du mois en est qu'une illustration parfaite. 23 des agents habilités sont venus à Libreville et ils ont arraché les robots qui étaient implantés ici. Donc actuellement, nous ne savons plus à quelle son se voit pour survivre. Donc c'est pourquoi nous sommes venus ici pour rencontrer la première autorité provinciale afin qu'une solution idoine soit trouvée. Il n'y a aucun agent sur place pour nous édifier par rapport à la situation. C'est un dossier qui devrait attirer l'attention des plus hautes autorités dans la mesure où certains se sont retrouvés en situation de virement obligatoire dans les structures bancaires fictives dans la province du Wolntem. La BGD et Ecobank en sont justement des illustrations parfaites dont les portes ont fermé dans la province sans préavis, au grand étonnement de leurs clients. La Poste Banque reste tout de même un autre mystère sur ce dossier sans issue. Nous y reviendrons en ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin Elebian-Mesui. Retour à Libreville pour parler de cette rencontre présidée hier par le comité de pilotage du Forum de la fonction publique IDA. Comme toutes les fins du mois, les membres de ce comité de pilotage du Forum de la fonction publique ont fait le point des situations administratives traitées ou régularisées durant le mois de mars, non sans dresser le bilan de l'ensemble des dossiers examinés et traités depuis le début de l'opération. Lauriane Meuza. Au cours de cette rencontre, il était principalement question de faire un bilan sur le processus de mise en œuvre du plan d'action comptant pour l'année 2020-2021, dans lequel figure le plan progressif de régularisation des situations administratives de plus de 100 000 agents. De ce bilan à mi-parcours, compris entre janvier à mars, c'est moins de 4 000 agents qui ont vu leur situation régularisée. Joël Ondoela, vice-président du comité de pilotage. Aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre du plan de régulation progressif et il était question, dans le cadre du comité de pilotage, de faire le point tel que nous l'avons convenu avec les responsables syndicaux, de telle sorte que ces derniers relaient ce compte rendu dans les différentes administrations pour lesquelles ils sont représentants ou mandants. Aujourd'hui, ce qui ressort de l'intérêt général, sinon de la position générale, est qu'il y a une notion d'insatisfaction globale au regard des attentes et des effectifs. On peut noter également la tendance baissière, parce que nous avons commencé en janvier avec 1044, et on se rend compte qu'en février, ça décroît considérablement, et aujourd'hui, on se rend compte que ça a voulu se rattraper. Une situation déplorable et qui n'a pas fait l'unanimité. Pour Fridolin Vemessa, le gouvernement doit s'atteler à résoudre cette situation, et ce, dans les plus brefs délais. Lorsqu'on fait le bilan à mi-parcours, on se rend compte que la vitesse de croisière n'est pas encore atteinte. Parce que sur les 100 000 fonctionnaires à peu près gabonais, nous sommes à moins de 4 000 régulations des situations administratives. Il faut dire les reclassements après stage et les recrutements. Donc sur ce constat, nous voulons que le gouvernement puisse accélérer la cadence afin que d'ici le mois de décembre, tous les agents qui sont concernés par cette situation-là puissent être satisfaits. Dans le récapitulatif des situations prises en compte au mois de mars 2021, plusieurs secteurs n'ont même pas été touchés, au grand regret de ces derniers. Restons sur cette actualité pour évoquer la situation de certains secteurs peu visibles dans la régularisation des situations administratives.
C'est le cas du ministère de la Communication dont le SINAPAP, le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public, dénonce le peu d'intérêt accordé à ce secteur lors de la régularisation des situations administratives des agents publics de l'État. Les précisions avec Stéverine Bassachi-Machea. Faire le bilan des travaux qui se déroulent à la fonction publique, c'est le but de la rencontre entre le comité des pilotages et les présidents des centrales syndicales. La présidente du SINAPAP, syndicat national des professionnels de l'audiovisuel, fait le bilan de son département ministériel. Aminata Ondo. En janvier, nous avons constaté que nos cas n'étaient pas pris en compte, mais en février, en mars, il y a une liste de 16 personnes sortant école qui a été présentée à la fonction publique. Et sur les 16 personnes, seules 6 personnes ont perçu leur solde et leurs affectations, dont les 10 autres sont toujours en attente. Nous disons que c'est insuffisant. Aminata Ondo veut une transparence au niveau du ministère de la Communication. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une visibilité de la nomenclature de nos métiers près de la fonction publique. C'est un travail qui devait se faire depuis, et malheureusement, il est maintenant en train de se faire. Au moment où je vous parle, depuis lundi, cette commission a été mise en place au ministère, où nous allons mettre à nu tous les dossiers qui a droit à une intégration ou pas. Donc c'est quand même déjà un pas. Les présidents des centrales syndicales veulent une visibilité au niveau des chiffres. Il a été reconnu par l'ensemble des partenaires sociaux qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un travail du gouvernement d'un côté et des partenaires de l'autre. Nous devons faire un travail d'ensemble et c'est ce qui a été dit depuis le forum. Aujourd'hui, il faut que ces chiffres-là qu'on nous présente là s'accompagnent des listes de services et les recrutements directs aussi soient visibles pour qu'on sache que ça, ce sont des gens qui existent réellement, qui travaillent là depuis longtemps et qui ont un poste de travail. Tous les départements ministériels ont reconnu que les chiffres qu'on nous présente ne sont pas forcément vrais parce que ça ne s'accompagne pas des listes. Adopté en Conseil des ministres du 20 novembre dernier, le plan d'action 2020-2021 tablait sur la mise en œuvre des 31 propositions parmi les 144 recommandations du Forum de la fonction publique. Déjà, 1044 situations administratives ont été régularisées. Pour la suite de ce journal, le Premier ministre Rose Cristiano Soukara-Ponda a représenté le président de la République à l'investiture de son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. C'était hier dans la capitale centrafricaine. Priska Mugula. Faustin Archange Touadéra à la tête de la République de Centrafrique pour un second mandat. C'est une cérémonie d'investiture placée sous le sceau du dialogue républicain entre acteurs politiques centrafricains à laquelle a pris part le chef du gouvernement gabonais, Rose Cristiano Soukara-Ponda. Présent à Bangui depuis le 29 mars, le Premier ministre a représenté le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, au cours de cette cérémonie qui a vu la présence du président burundais et autres chefs de gouvernement du continent. Cette cérémonie a été l'occasion pour le Gabon de réitérer l'engagement de notre pays aux côtés de ce pays frère dans la quête d'une paix durable. Notons que le Gabon et la Centrafrique ont en partage un idéal de paix, de sécurité et de stabilité pour la sous-région. À la veille de cet événement, Rose Cristiano Soukara-Ponda, porteur d'un message du numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ondimba, a été reçu en audience par Faustin Archange Touadéra. Le Premier ministre s'est également entretenu avec le président de la commission de la CEMAC, le Gabonais, Daniel Ona-Ondo. Rose Cristiano Soukara-Ponda a par ailleurs échangé avec la communauté gabonaise présente dans ce pays, ainsi que les militaires gabonais en Centrafrique, dans le cadre de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA. Parlons à présent de l'interview qu'a accordé le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à nos confrères de Jeune Afrique. Lors de cet échange, le chef de l'État s'est félicité du climat politique gabonais de ces 36 derniers mois, non sans réaffirmer sa ferme volonté de rassembler les Gabonais et de voir le débat contradictoire participer à l'édification d'une nation forte et apaisée. Raymond Savon. Le Gabon est l'un des pays d'Afrique où le climat politique est le plus aisé. Cette phrase n'est pas de moi, mais plutôt du président de la République, Ali Bongo Ondimba, affirmation faite lors de sa récente interview qu'il a accordée au magazine Jeune Afrique. La vie politique de la nation gabonaise de ces 3 dernières années figurait en bonne place lors des échanges. Ali Bongo Ondimba a présenté la santé de sa formation politique, le Parti démocratique gabonais, qui certes a connu des départs mais aussi des adhésions massives de toutes les provinces du pays.
Le PDG se positionne également comme cette maison qui fait la promotion de la femme gabonaise en occupant des postes de responsabilité au sein de l'appareil administratif et politique du pays. À l'exemple de la primature dirigée par Rose Christiane Soukara Ponda, la Cour constitutionnelle par Marie-Madeleine Borantsuo et le Sénat avec le docteur Lucie Milebou-Aubusson épouse Mboussou. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, n'a pas manqué l'occasion de dire que la démocratie gabonaise gagnerait à avoir une opposition structurée et constructive, qui ne se contente pas de critiquer sans jamais faire de contre-proposition. La politique n'est pas qu'un jeu de pouvoir, dixit Ali Bongo Ondimba. Le numéro 1 gabonais appelle ses concitoyens à faire passer les intérêts du Gabon avant tout. Concernant la succession de Pierre Claver Maganga Moussavou au poste de vice-président de la République, Ali Bongo Ondimba s'est voulu clair. Je cite, « La question sera réglée dans les plus brefs délais. J'ai actuellement à l'étude plusieurs profils. Mon choix sera connu rapidement. » Fin de citation. Il faut dire, Aïda, que le volet social a également été abordé au cours de cet échange. Tolérance zéro, on se rend bien compte que le ton d'Ali Bongo Ondimba sur la question de la bonne gouvernance et de corruption est dur. Il n'y aura aucun état de grâce pour les adeptes de ces agissements blâmables et à l'origine du retard accusé par le Gabon dans son ambition de développement d'ici à 2025. Pierre-Désiré Mvelenam. Il a toujours dit et il a rappelé à notre confrère Jeune Afrique, la lutte contre la corruption est l'une de ses grandes priorités. Le président de la République a insisté sur le fait qu'en cette matière, sa ligne politique est extrêmement claire. Tolérance zéro. Et pour preuve, les opérations Mamba 1, Mamba 2 et Scorpion ont fait de nombreuses victimes, parmi lesquelles certains de ses plus proches collaborateurs, à l'exemple de son ex-directeur de cabinet, Brice Lacruche Alianga. À côté de ces opérations, Ali Bongo Ondimba et son gouvernement ont organisé la task force sur la dette extérieure. L'initiative a permis de révéler que sur un total de 10 milliards 30 millions de nos francs, 623 milliards étaient des dettes fictives. Le chef de l'État a précisé à son interlocuteur que ces derniers mois, le dispositif institutionnel du pays a été renforcé par la création de la Direction générale des marchés publics, l'Agence nationale d'investigation financière et la mise en place de l'autorité nationale de vérification et d'audit. Pour couronner le tout, les procédures de lutte contre la corruption ont été durcies, a-t-il confié au journal panafricain. Cet arsenal institutionnel vient compléter les actions du ministère de la lutte contre la corruption et la Cour des comptes dans la lutte contre ces fléaux qui gangrènent l'économie du pays et sapent les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. La fermeté affichée par Ali Bongo Ondimba et la rigueur de la justice devrait à terme parvenir à mettre fin ou du moins à minimiser la corruption dans le pays. Rien à voir avec ce qui précède, Libreville vibre depuis hier et ce jusqu'aujourd'hui par visioconférence au rythme des travaux de la 13e réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale sous le thème « Renforcer la résilience et la transformation des systèmes alimentaires face à la Covid-19 et son impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». L'objectif étant d'échanger sur les défis et potentielles solutions pour une meilleure exécution du programme du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation au niveau national et sous-régional. Fabien Guillaume Kemvele. La rencontre de l'équipe multidisciplinaire de la FAO en Afrique centrale est une concertation annuelle qui réunit la FAO et ses partenaires stratégiques afin de dialoguer et d'échanger sur les sujets liés au travail de cette sous-région pour aborder conjointement les principaux défis auxquels ces pays sont confrontés. Elder Moutéa, coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. Cette importante réunion se tient dans un contexte particulier marqué par la propagation de la pandémie de Covid-19 qui a un impact économique et social majeur dans le pays. Elle vient s'ajouter et se superposer aux nombreux défis déjà existants. Cette réunion se tient également dans le contexte de la préparation du sommet mondial des Nations Unies sur le système alimentaire. Cette rencontre permettra de proposer des solutions concrètes pour reconstruire à mieux et accélérer la transformation du système alimentaire essentiel à la réalisation de tous les objectifs de développement durable. Parmi les intervenants, le docteur ABB Haïlé Gabriel
sous-directeur général et représentant régional de la FAO pour l'Afrique, puis le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ce dernier a présenté la fragilité de la sous-région dans les systèmes d'approvisionnement alimentaire dus à la pandémie du coronavirus. Gilberto da Piedad Verissimo. La pandémie de la COVID-19 a particulièrement mis de manifeste depuis bientôt un an la fragilité de nos systèmes d'approvisionnement alimentaire, ainsi qui a mis également en évidence les défis inhérents au dit système et la résilience des systèmes alimentaires en général et des chaînes d'approvisionnement alimentaire actuelles en particulier. Cette conjoncture nous interpelle tous quant à la nécessité d'agir avec célérité afin d'inverser la tendance en procédant à la mise en place des systèmes alimentaires plus inclusifs, durables et résilients. Au terme de ce rendez-vous qui s'achève ce 31 mars 2021, plusieurs résultats sont attendus, notamment le renforcement du mécanisme de coordination et de partage des ressources en communication et la visibilité de la FAO et le renforcement de la résilience des institutions, ménages et individus et l'optimisation qu'offre la digitalisation de l'agriculture face à la COVID-19. Le volet éducation parle de soutenance de thèse à l'Université des sciences de la santé, notamment en faculté de médecine et pharmacie. Depuis plus d'une semaine, les candidats au grade de docteur en médecine et docteur en pharmacie se succèdent, dont les jurys composés d'éminents professeurs gabonais et étrangers. Sur l'ensemble, tout se passe normalement, comme nous le rapporte notre reporter Juanita Atsam. Ils sont au total 88 étudiants en médecine et en pharmacie qui soutiennent leur thèse de doctorat en vue de l'obtention du diplôme d'État. Débuté le 22 mars dernier, les soutenants se déroulent dans le strict respect de mesures barrières. Les impétrants passent à tour de rôle pour défendre le résultat de leurs recherches et ce devant un jury mixte composé de professeurs nationaux et internationaux. Professeur Jean-François Meillet, doyen de la faculté de médecine, revient sur le déroulé de cette 38e promotion. C'est l'une des plus grandes promotions que nous ayons eues et malheureusement qui se passe dans un contexte particulier. Ces soutenants se tiennent alors que nous sommes dans une situation socio-sanitaire difficile. Donc nous avons tenté de faire venir nos collègues de l'extérieur comme nous le faisons souvent. Malheureusement, l'augmentation des cas de Covid nous a dissuadés. Et nous nous sommes résolus à faire des soutenances avec eux, avec nos collègues extérieurs, mais par visioconférence. Ce qu'il faut savoir, c'est que les soutenants actuels sont les soutenances pour avoir le diplôme de docteur en médecine, d'avoir le diplôme de docteur en pharmacie. Parmi les postulants, Magdali Manfumbi, le nouveau médecin, dévoile le thème de sa thèse. J'ai soutenu ce matin sur les fractures de putain. Ce sont des pathologies qu'on rencontre en chirurgie orthopédique. Essentiellement, ce sujet me tenait à cœur parce que c'est des gestes anodins qui entraînent ça. Et mon étude au centre hospitalier universitaire de Vendo a mis en évidence que ce sont les femmes qui sont plus atteintes, contrairement à d'autres pays où ce sont les hommes. Après plusieurs années d'études, la jeune docteure n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction au sortir de cette épreuve. C'est ouf, comment je peux dire ouf de la gloire. Les soutenances se poursuivent jusqu'à la fin de cette semaine qui sera suivie de la remise des diplômes aux impétrants dans les locaux de l'Université des sciences de la santé. De la santé, dans cette édition d'information, on revient sur la situation épidémiologique de notre pays pour ce mois de mars. L'estuaire compte plus de cas de contamination et de décès liés à cette pandémie de Covid-19 et ce, malgré le début de la campagne de vaccination dont le top a récemment été donné par le président de la République, Pascaline Muza. Avec plus de 30 décès enregistrés, le mois de mars a été le plus meurtrier depuis le début de la pandémie au Gabon. Ces données sanitaires sur la pandémie montrent l'impérieuse nécessité de maintenir le respect des gestes barrières pour protéger le pays de la seconde vague qui est beaucoup violente. De ce fait, un vaccin contre le coronavirus associé au respect des gestes barrières constitue aujourd'hui les principaux moyens de prévention contre la maladie. S'agissant du vaccin contre la COVID-19, il ne s'agit pas d'un traitement, mais d'un moyen efficace de prévention contre le virus. Selon le tableau épidémiologique, le Gabon enregistre 363 nouveaux cas positifs sur 7091 tests réalisés, soit un taux de positivité de 5%. 105 personnes hospitalisées, dont 19 réanimations pour détresse respiratoire. 235 guérisons et 3 nouveaux décès
notifiés à Libreville. Selon la répartition de nouvelles contaminations, l'estuaire reste en tête avec 178 nouveaux cas positifs, suivi du Haut-Ogooué avec 174 nouveaux cas, de l'Ogooué-Lolo avec 18 nouveaux cas, de l'Ogooué-Maritime avec 14 nouveaux cas, de la Nyanga avec 3 nouveaux cas et de l'Ogooué-Ivindo avec 3 nouveaux cas. Notons qu'aucune contamination n'a été enregistrée durant ce mois de mars dans le Welentem et la Ngounié. Roland de Sylvanie Andem nous a rejoint dans ce studio pour l'actualité hors de nos frontières. Bonjour Roland. Bonjour Ida. L'on débute par la RDC où une flambée de violence dans le Kasaï et le Kasaï central fait débat. Effectivement, une dizaine de personnes viennent d'être tuées, ce qui s'apparente à un conflit intercommunautaire à Bakwenge. C'est le bilan le plus lourd depuis les affrontements d'août dernier qui avaient entraîné la mort d'une douzaine de personnes et des milliers de déplacés. La crise persiste dans cette partie de la RDC où des conflits ont été aggravés suite notamment au découpage territorial de 2015. Au Niger, on parle d'une situation sous contrôle après une tentative de coup d'État dans la nuit. Des tirs ont été entendus durant cette nuit à Niamey, dans le quartier administratif proche du palais de la présidence. Une tentative de coup d'État maîtrisée rapidement par la garde présidentielle à 2 jours de la prestation de serment du président élu Mohamed Bazoum. Merci. L'actualité sportive à présent et pour en parler avec nous dans ce studio, Chivarel Mwekui. Bonjour Chivarol. Bonjour Freddy. Du football essentiellement avec les matchs de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 disputés hier. Le Cap-Vert s'est imposé 1-0 sur le terrain du Mozambique. Après son absence lors des 2 dernières éditions, le Cap-Vert effectue son retour à une phase finale de CAN. La Guinée-Bissau a battu le Congo 3-0 et va participer à sa 3e CAN consécutive. Malgré sa défaite 1-3 devant la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie s'est qualifiée pour la CAN 2021 au Cameroun. La Mauritanie a également validé son billet pour la CAN 2021 après sa victoire 1-0 face à la République centrafricaine. Les éliminatoires de la CAN étaient censés s'achever ce mardi, mais le report du match Sierra Leone-Bénin a tout chamboulé suite à la contestation par les écureuils du Bénin de 6 tests positifs à la Covid-19 dans leur rang. Pour l'heure, la Confédération africaine mène son enquête et n'a pas encore annoncé quand ce match aura finalement lieu. Et puis, ce 31 mars 2021 marque les 1 an de la disparition de Pape Diouf. L'ancien président de l'Olympique de Marseille est décédé le 31 mars 2020 à Dakar, victime de la Covid-19. Aujourd'hui, sa famille et ses proches vont lui rendre hommage en réalisant un de ses vœux le plus cher, la création d'une fondation qui va financer des projets qui contribuent à l'égalité, qui favorisent la transmission et la progression, qui servent les jeunes, notamment ceux des quartiers les plus sensibles de Dakar et de Marseille. Chivarol Mekui du service des sports. L'essentiel à retenir de ce journal, clôture aujourd'hui de la 13e réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, axée sur l'équilibre, genre, la nutrition et la gestion durable des ressources naturelles. Objectif, trouver des solutions pour une meilleure exécution du programme de la FAO au niveau national et sous-régional. Dans ce journal, nous avons également évoqué la grogne des opérateurs économiques de Makoko dans la province de Logooué-Vindo pour dénoncer les contrôles abusifs des agents municipaux de cette localité. Les détails vous ont été donnés par notre correspondante Cécilia Akouma-Mendom. Covid-19, la situation épidémiologique toujours préoccupante dans notre pays, plusieurs décès enregistrés et des contaminations en hausse au cours de ce mois de mars en dépit du début de la campagne de vaccination pour lutter efficacement contre cette pandémie. C'est la fin de cette édition d'information mise en onde par Frit Tanguy Bumbanga, au montage Wilfried Nzo, à la réalisation Pascaline Meza. Merci à Roland Sylvanie Ondem, à Chivarol Mekui et à Ida Onyami pour la collaboration. Je suis Freddy Bouvila, à 2 mètres, s'il plaît, dans l'éternel.